Merci à vous pour être là ce matin sur une matinée organisée par Décideur Magazine. Un sujet acquisition, exit, build-up 2021 ou le début d'une ère d'opportunités. Euh, Avec nous pour aborder ce sujet, Franck Portet, vous êtes CEO d'Alantra France. Sylvina Meyer, vous êtes Managing Director chez BNP Paribas, en charge notamment du suivi des fonds de capital investissement. Paul Bougnou, vous êtes fondateur de l'Argilière Finance. Et enfin, Jérôme Laure, vous êtes associé de Beyond Solutions. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Donc, une année 2021 pleine d'attentes. Tout a l'air de plutôt bien fonctionner, mais ça, vous allez nous le confirmer. D'autant plus qu'on suit une année où le Covid finalement est le facteur marquant des 12 derniers mois, une vaccination aujourd'hui, des opérations qui semblent émerger. Où en est-on? Est-ce que la crise sanitaire n'a finalement pas été favorable à l'émergence de nouvelles stratégies de croissance? Heu, L'année commençait plutôt correctement, janvier-février, puis ensuite il y a eu vraiment un coup d'arrêt et là, on s'est vraiment posé des questions sur comment le marché du M&A allait évoluer sur l'année 2020. Combien de temps allons-nous mettre à retrouver le niveau d'activité des années précédentes? Il y avait une grande inquiétude, mais l'inquiétude a été proportionnelle au rebond qu'il y a eu après la première vague avec, une mise en réserve de la plupart des transactions qui ont été stoppées au moment de l'éruption du virus, un rattrapage, très rapide, une accalmie, en septembre-octobre et puis ensuite à nouveau une accélération d'ici la fin de l'année. Donc au global, quand on regarde l'activité 2020 en M&A, on a certes une contraction du nombre de transactions, selon les statistiques, je regardais avant, d'intervenir aujourd'hui, sur l'année 2020 en valeur dans le monde, en valeur, -5%. Donc c'est une contraction, mais qui est quand même relativement mesurée. En revanche, les fonds de private equity, qui est un sujet, central de cette discussion, eux ont vu leurs opérations se contracter à hauteur de 22%, en valeur également. Si on regarde sur le marché français, le nombre de transactions, est passé de 992 en 2019 à 795 en 2020. Donc il y a eu -20% de transactions. Donc c'est une année qui a été difficile, mais bien moins pire que ce qu'on imaginait lorsque le virus est apparu. C'est quelque chose que vous avez également expérimenté. Oui, bien sûr. Effectivement, quand le Covid, a démarré, tout s'est arrêté. Je pense que la préoccupation d'abord de tous les chefs d'entreprise et de tous les patrons était de s'assurer que les conditions sanitaires, étaient bonnes, était de s'assurer qu'il y avait du cash et je pense que tout le monde s'est rendu compte à ce moment-là que le cash était roi et que c'était la trésorerie, c'était la première préoccupation. Tout s'est arrêté, le financement s'est arrêté, tout le monde a pensé qu'on n'allait plus faire de deal pendant un petit moment, en particulier dans le monde du LBO parce qu'il y avait vraiment plus de financement du tout pendant 2 mois à peu près et puis effectivement, bah, les gens se sont adaptés. Il y a eu quand même les aides gouvernementales, les PGE et cetera, qui ont permis aux sociétés de tenir et l'homme est un homme qui s'adapte, et très rapidement, les choses ont repris, les marchés ont repris et effectivement, je concours avec ce que dit Franck, les opérations ont repris de plus belle, et donc effectivement, globalement, il y a eu une baisse, à la fois en valeur et en nombre de transactions, mais en Q3 et Q4, les transactions ont repris et d'ailleurs, moi, je suis très, très étonné de la capacité en particulier moi qui suis les fonds de private equity à Paris, la capacité, des fonds à faire des transactions à distance, dans des conditions extrêmement difficiles, difficile de voir les gens, difficile de voir les managers, difficile d'aller dans des management press, enfin tout le monde s'est adapté, à faire ça, à distance et c'est quand même assez incroyable la capacité et l'agilité, des investisseurs pour continuer à faire des opérations. Alors, Oui. effectivement, on a tous, vécu un passage dans les montagnes russes, hein, des émotions, de la finance, déjà pour nos clients, parce qu'on a eu des entrepreneurs et des équipes, qui étaient inquiètes, stressées, qui ont levé le crayon, qui se sont interrogés, et puis qui ont découvert l'horizon un peu à chaque pas. On a été inquiets pour nos deals, parce que
effectivement, il y a eu une mise en pause totale des opérations de financement et du travail des équipes chez les investisseurs, chez les banquiers prêteurs, pendant plusieurs mois au début de la crise, au deuxième trimestre 2020. Et puis, il y a eu un rattrapage. Et du coup, on s'est interrogé nous-mêmes sur notre métier. Quelle était la fonction du conseil M&A dans ce contexte de montagne russe. Et je pense que au final, ça a resserré les liens avec nos clients. On est resté à leur côté. Il y a eu des deals qui ont été abîmés, des opérations qui ont été abîmées, ce qui montre que certaines entreprises ont souffert de cette situation. Il y a eu d'autres opérations, au contraire, qui ont été accélérées en termes de rapidité de deal et en termes de valorisation. Donc finalement, montagne russe, on est encore dedans, on est encore chahuté, mais on espère qu'on va arriver à en sortir. Ce qu'on voit, nous, en interne, c'est que euh, on a surmonté un peu cette période, plutôt positivement. On a tous beaucoup appris. Je pense que ça nous a tous changés dans notre façon de travailler, dans le rapport avec nos clients et dans notre vision de l'accompagnement. Mais ça a été une période, maintenant avec 12 mois dans le rétroviseur, ça a été une période très enrichissante, je pense. Alors, Jérôme, vous accompagnez beaucoup de dirigeants Mhm. également. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé un peu comme tout le monde l'a raconté déjà, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une forme de mise en pause, une forme d'arrêt instantané, mais ce qui a été assez intéressant et vraiment pour l'écosystème en général du financement en France, c'est que tous les acteurs ont contribué et se sont mobilisés pour que assez rapidement on arrive à débloquer ces situations, que ce soit les financeurs, que ce soit les fonds. Nous, on a signé une opération, je crois, la veille du confinement, une LOI pour un dirigeant qu'on accompagnait sur une opération. Et là, impossible de faire les due deals parce que voilà, on peut plus se déplacer, on est coincé. Et pour autant, il y a eu la volonté de maintenir la dynamique de la transaction malgré ces difficultés. Et donc, comme Paul le disait, en fait, une vraie capacité d'adaptation et d'agilité à maintenir la dynamique, à essayer d'aller jusqu'au bout et finalement, avec un délai, un retard, signer la transaction. Et l'autre facteur très important, me semble-t-il, c'est que la finance et le financement sont soudainement revenus dans une plus grande acuité dans la stratégie des dirigeants. C'est-à-dire qu'on considérait toujours un peu que le financement, ça allait venir parce que les banques sont là, parce que les marchés de capitaux sont là, et donc il n'y a pas de problème. Et là, on a vraiment vu qu'il pouvait y avoir des ruptures, et que quand il y a des ruptures, il vaut mieux avoir un petit peu anticipé pour se dire qu'est-ce qui peut arriver et quelle source de capital aller chercher. Donc, voilà, avec deux grands thèmes qu'on a pu observer. On a l'impression quand même d'avoir une différence entre des opérations primaires, des secondaires que les fonds connaîtraient déjà, que les banques connaîtraient déjà également pour les financements. C'est une réalité. Ça s'est matérialisé dès le départ, cette dichotomie entre les deux. Oui, moi je pense qu'effectivement, il y a eu un peu moins de carve-out l'année dernière. Je pense que les entreprises se sont plutôt concentrées effectivement à s'adapter et les projets de cession d'entreprises, de filiales qui n'étaient pas stratégiques, qui étaient peut-être dans les cartons, se sont un peu arrêtés. Et d'ailleurs, on voit un décalage aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, et nous on est partie prenante en tant que BNP Paribas, on voit de plus en plus de sujets de carve-out arriver dans le pipe parce qu'ils ne se sont pas faits l'année dernière et que maintenant les entreprises, pour des raisons stratégiques, soit parce qu'elles ont besoin de cash, soit parce qu'elles veulent se concentrer sur leur business core, décident aujourd'hui de vendre des sociétés qu'elles ne considèrent plus comme core dans leur business. Et on voit plus d'opérations aujourd'hui arriver de ce type-là, alors qu'on en avait moins l'année dernière. 2021 serait l'année finalement des arbitrages Je au sein des pense, grands oui. groupes. Ouais, je pense, absolument. C'est quelque chose, Franck, que vous constatez également? Alors, on n'a pas encore vraiment beaucoup de recul. Nous, en 2020, on a vu apparaître des nouveaux termes comme EBITDAC, hein, before Covid, donc des retraitements qui ont été opérés sur les comptes. On a vu l'expression aussi très à la mode, le Covid-proof, donc toutes les entreprises qui ont résisté. Celles-ci ont été vraiment l'objet d'opérations, de transactions, malgré un environnement qui était très difficile. Est-ce que les grands groupes vont procéder à des arbitrages d'actifs? C'est
c'est un peu une arlésienne. C'est un souhait qu'on exprime très Ça fait régulièrement, des nous, années qu'on banquiers en entend d'affaires. parler, mais Exactement. Tout comme la on vague de commence à en voir un petit peu. on, Oui, oui, on en voit un peu. Est-ce qu'il y a une accélération? En tous les cas, à notre échelle, chez Alantra, on en voit, mais il n'y a pas nécessairement un phénomène de fond. Je pense que là, en revanche, la stratégie des grands groupes va aller vers vers les tendances de fond, c'est-à-dire la digitalisation. Enfin, c'est clair que le Covid a mis en évidence la nécessité, l'impérieuse nécessité de certains grands groupes à opérer un virage dans la technologie pour pouvoir continuer à gérer leurs process internes. Je ne parle pas que de la communication et des visios, mais juste tout le processus client. Nous, par exemple, on a conseillé APAC sur Odigo, qui est une entreprise de CRM. Ça s'est fait en plein Covid, à distance, mais ça a vraiment pu se faire. Il me semble que les grands groupes qui ont les capacités de faire des acquisitions vont chercher plutôt à renforcer la digitalisation qu'à sortir des activités qu'ils ne considèrent pas comme stratégiques. Il y a aussi un autre effet du Covid, je pense, c'est la préoccupation ESG, qui vend aujourd'hui un petit peu la tarte à la crème, mais on voit vraiment que c'est le thème de toutes les entreprises aujourd'hui, c'est l'ESG. C'est un vrai thème ou c'est une excuse? Non, c'est un vrai thème. Franchement, on le voit de plus en plus. Ouais, c'est pour rebondir sur ce que dit Sylviane. Clairement, même sur des entreprises de taille plus modeste que celle que vous évoquez, les investisseurs aujourd'hui vont regarder systématiquement des critères d'ESG, d'impact, et donc il faut que les clients soient préparés à avoir ce type de dialogue. C'est plus seulement financier, c'est également des critères non financiers qui sont pris en compte. Mhm. Effectivement, alors toute crise rebat les cartes. Mais cette crise particulièrement a créé une vraie accélération. On voit que les grands groupes ont été très réactifs finalement, après quelques mois de pause. Certains ont poursuivi leur stratégie d'acquisition. Je ne sais pas si les sujets de carve-out sont encore bien évidents, mais on constate chez l'Argélière Finance que les grands groupes sont clairement dans des stratégies d'acquisition, en particulier sur des sujets numériques, puisque il y a une vraie accélération qui s'est créée, et on voit qu'il y a un foisonnement. Donc finalement, cette crise sanitaire accélère les mutations, accélère les transformations, et nous pensons chez l'Argélière Finance que ça accélère les opérations. Se financer aujourd'hui, aller voir une banque, trouver un financement, aller voir un fonds de dette privée ou autre, c'est facile. Oui, aujourd'hui, les marchés de capitaux sont extrêmement ouverts, sont hyper positifs et les taux sont extrêmement bas. C'est-à-dire, concrètement, pour donner un peu un ordre. Bah, ça dépend du risque. Ça dépend de la banque. Ils ne sont pas faits de la même façon pour tout le monde. Non, mais globalement, les marchés aujourd'hui sont super chauds. Et donc, aujourd'hui, toutes les sociétés qui peuvent se refinancent, repricent leur deal parce que ce qu'ils avaient, les taux qu'ils avaient, ils arrivent à les baisser en se refinançant sur les marchés. Donc, le marché est très, très positif aujourd'hui pour se financer, que ce soit en LBO ou pas en LBO. Une entreprise sous LBO actuellement qui se refinance, c'est une entreprise qu'on ne réussit pas à vendre ou c'est plutôt pour se donner un peu de temps? Ah non, c'est pour économiser. Si elle se refinance, c'est soit parce qu'il y a un changement de contrôle et dans ce cas-là, il y a une obligation de refinancer l'opération, soit c'est parce qu'elle avait des taux qu'elle estime un peu élevés et qu'aujourd'hui, si elle va sur le marché, elle peut obtenir des taux plus faibles et donc faire des économies de frais financiers. Et donc, elles saisissent l'occasion dès qu'elles peuvent. Et ça peut être aussi effectivement une préparation à la vente, hein, tu as raison. Ouais. On utilise aujourd'hui le refinancement comme une manière de commencer à éduquer le marché, de préparer des acquéreurs potentiels pour se positionner. Souvent, les refinancements aujourd'hui sont portables. Et donc, après le refinancement, c'est pas qu'on n'arrive pas à vendre, c'est qu'on prépare la vente en fait, hein. C'est une manière d'assurer ses arrières et de préparer une vente. Jérôme, quand vous accompagnez un dirigeant et vous lui parlez financement, parce que vous les accompagnez aussi pour aller... Oui, tout à fait. Donc, du coup, j'ai un regard assez différent. En tout cas, chez Beyond Solutions, on a un regard un peu différent de la réalité. C'est-à-dire que les clients observent, les dirigeants, les actionnaires observent cette abondance de liquidités. Mais paradoxalement, pour ceux qui ont une moindre maturité financière qu'un fonds de private equity qui est rompu aux techniques, ils ont en fait du mal à adopter le langage
des financiers et des fonds, notamment sur les opérations primaires. C'est pour ça que je rebondissais aussi sur l'ESG, c'est-à-dire ils sont absolument pas préparés à ça. Ils ont l'habitude de présenter leur stratégie par rapport à leur écosystème. Je vends mon produit, je m'adresse à mes fournisseurs. En revanche, quand il s'agit d'aller chercher de l'argent, ils sont un peu démunis face à la diversité de comportements de tous ces acteurs de financement qui arrivent et qui ne parlent pas forcément le même langage qu'eux. Alors nous, on est habitués, EBITDA, multiples, machin, mais eux, forcément, ce n'est pas leur quotidien. Et donc, on les accompagne beaucoup à structurer ce discours pour être prêts quand ils sont en face des financeurs et avoir la bonne présentation de leur activité. Et concrètement, ça se passe comment? Concrètement, ça se passe comment? Ça se passe avec beaucoup de travail en amont pour formaliser leur stratégie et leur business plan dans un discours qui soit audible par les professionnels de la finance et qu'ils soient préparés à répondre aux questions qui vont être les premières questions d'un créancier ou d'un apporteur de capitaux en fonds propres et non pas quel produit je fais, comment ça se vend, etc. Ça vient un petit peu derrière. Paul, vous accompagnez aussi un peu les deux, donc En effet, mais je crois que ce qu'on constate avant tout, c'est qu'un dirigeant de TI, un dirigeant de PME, les actionnaires qui accompagnent ces entreprises ne sont pas si sensibles que ça à l'afflux de liquidités et aux multiples, parce que c'est aussi le corollaire de la situation d'afflux de liquidités. Un dirigeant, il a une stratégie personnelle, soit de développement de son groupe, soit de mise en sécurité de son patrimoine familial. Et la situation actuelle permet de saisir des belles opportunités, mais elle ne crée pas nécessairement des opportunités. Ce qui est important, c'est la bonne adéquation entre la stratégie d'un entrepreneur et de ses associés et la réalité du marché. Donc, il y a un gros travail de préparation, effectivement, à faire, d'évangélisation, de prise en considération des éléments de marché, en rapport avec la situation de l'entreprise et du groupe, pour accompagner jusqu'à la bonne réalisation ou pas d'une opération. Mais il est clair aujourd'hui qu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché, que les taux sont bas, et on est dans un contexte de taux bas, que les perspectives qui sont présentées sont très bonnes, et on imagine que ça va permettre de saisir des opportunités, mais dans le cadre d'une stratégie ou d'une décision d'un entrepreneur. tout à l'heure on disait Covid-proof, joli terme, non, c'est vrai beaucoup. Ça veut dire quoi concrètement? Il y a deux marchés aujourd'hui des entreprises. Les entreprises qui ont démontré leur résistance face à un ralentissement de l'économie lié au confinement ou lié à la fermeture de certains points de vente se sont retrouvées renforcées et mieux valorisées qu'elles ne l'étaient avant la crise. Donc, quand on regarde l'évolution des multiples, on sait que on dit maintenant 20 is the new 10, le 20 fois l'EBITDA, c'est ce qu'avant on payait 10. Je pense que c'est un abus de langage. Il y a une appréciation des multiples de valorisation, mais les entreprises Covid-proof, C'est un abus de langage, ça dépend de l'opération. ça dépend de l'opération et on voit qu'il y en a maintenant régulièrement qui sont effectivement au-dessus de 20 fois l'EBITDA. Mais le Covid-proof a donné encore plus de valeur aux entreprises et donc a créé effectivement deux catégories de transactions, celles qui sont plus tournées vers la technologie et la résilience, même la santé ou l'éducation, qui sont des multiples qui se sont envolés, et puis des entreprises un peu plus traditionnelles qui ont souffert, où on doit faire des retraitements sur leur compte 2020 pour apprécier la vraie rentabilité de cette entreprise et la valoriser correctement. Mais je regardais également, avant de venir ce matin, une étude de Bain qui est publiée chaque année sur le private equity, et aujourd'hui, vous avez 70% des transactions qui se sont faites au cours de l'année 2020 sur un multiple au-dessus de 11 fois. 70% au-dessus de 11 fois. Ouais, la moyenne de l'année dernière était à 12 fois et quelques en Europe. Ouais, c'est très impressionnant. Je pense que ce qu'il faut peut-être regarder, c'est ce qui s'est passé pendant la grande crise financière, c'est que tout s'est arrêté et que les multiples ont beaucoup baissé. Là, il ne s'est pas du tout passé la même chose l'année dernière. C'est-à-dire que je pense que d'abord, les gens ont pris conscience, en particulier les fonds qui, à l'époque de la crise financière, s'étaient arrêtés d'investir, avaient décidé de ne plus investir. Pour certains, ont regretté de ne pas l'avoir fait parce qu'en fait, c'était le bon moment à l'époque d'investir. Non, pas 2008. Et ceux qui l'ont fait ont fait de très bonnes opérations. Donc, je pense que là, il y a eu un peu des leçons qui ont été prises et certains fonds
se sont dit: «Il faut qu'on continue de faire des opérations». Et il y a effectivement une dichotomie qui s'est formée entre les secteurs que vous mentionnez, Franck, qui sont très résilients, comme la santé, la tech, tout ce qui est lié à l'internet, et cetera, où les multiples, ont continué à croître, et puis des secteurs où personne n'a plus envie d'investir, comme le retail, enfin tout ce qui est comme le tourisme, tout ce qui est très touché, par les confinements. Mais d'une manière générale, il y a tellement d'argent à investir aujourd'hui, et les marchés sont tellement bons, le CAC est au plus haut aujourd'hui, très clairement, les sociétés continuent de faire des opérations. Et aujourd'hui, par exemple en France, il y a eu plus de 20 opérations qui sont dans le pipeline à plus de 1 milliard d'euros rien qu'en France. Donc, Uniquement concentré sur ces trois grands secteurs. non, globalement, Non. globalement. Mhm. Il y a énormément d'opérations qui vont arriver je parle du private equity, sur le marché du private equity à Paris cette année. Là, on parle d'opération primaire, donc première opération, ou Non, on est non, vraiment sur du secondaire ou sur des... primaire, secondaire ou primaire. Alors, ce qu'il y a eu beaucoup, enfin beaucoup, pas beaucoup, il y en a eu un peu quand même, c'est des P2P, donc des take private, donc des sorties de cote. Vous pouvez expliquer un petit peu Oui, c'est-à-dire précisément. des entreprises qui étaient cotées et qui ont été rachetées Mhm. par des fonds et qui ont été, en tout cas, qu'ils ont essayé de sortir de la cote, parce que comme effectivement, post-Covid, les marchés ont quand même pas mal baissé, beaucoup baissé, et donc il y a eu des opportunités de faire des opérations de P2P l'année dernière. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de P2P parce que les valorisations sont tellement élevées qu'il n'y a plus tellement d'opportunités. Mais non, il y a des sujets de carve-out, c'est-à-dire de grosses entreprises qui vendent des filiales. Il y a des opérations de LBO secondaires et il y a quelques primaires. Mhm. C'est quelque chose que vous voyez également sur vos tailles de... Nous, ce qu'on voit sur nos opérations, c'est qu'effectivement, il y a une frénésie autour du digital. D'une manière générale, on parlait des secteurs. Il y a tout ce qui permet de digitaliser nos vies personnelles, nos vies professionnelles. Euh, il y a un véritable engouement des investisseurs et des industriels. Il y a une mise en concurrence très forte. Et puis on voit effectivement également des secteurs qui sont plus en souffrance et pour lesquels on attend de voir un petit peu comment va se dérouler la sortie de crise. Mais effectivement, beaucoup de liquidités, des multiples élevés et beaucoup d'opérations en réserve qui vont sortir ces prochaines semaines et ces prochains mois. Alors, nous, quand on est plus sur le financement chez Beyond Solutions, on est un peu moins, une fois encore, dans le M&A qui vient d'être décrit et qu'on partage, on le voit aussi. Et donc, on va être moins sur le multiple. On va revenir sur cette notion de comment on présente une opération, une entreprise, une stratégie de croissance à un marché, que ce soit de la dette ou que ce soit des fonds propres. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, que les thématiques qui ont été évoquées demeurent, mais on s'aperçoit néanmoins qu'il y a une vraie volonté d'étudier tous les secteurs dès lors que l'investisseur est relativement convaincu de la qualité du management et des fondamentaux de l'entreprise et de sa stratégie à venir. Donc, je vais reprendre l'exemple du deal qu'on a terminé l'année dernière qui était sur le luminaire. Quand on parle de luminaire, ça ne fait pas rêver un fonds de private equity. On dit comme ça, effectivement, on ne va pas aller très loin. Si vous ne pouvez pas investir dans le luminaire en pleine crise Covid, c'est compliqué. En revanche, remis dans son contexte, on s'aperçoit que ça a créé beaucoup de traction parce que la stratégie était positionnée. Et même sur des industries qui sont assez fortement impactées par la crise, donc si on prend Voyageurs du Monde, bah là, ils viennent de lever 130 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a un fonds qui les a approchés. C'est même pas eux qui sont allés chercher l'argent. Donc il n'y a plus un avion qui décolle. Ils ne vendent plus un voyage, à part peut-être du trekking dans le Larzac. Mais il y a un fonds américain qui est spécialisé des voyages qui est venu les approcher pour leur donner les moyens de devenir en fait un consolidateur du secteur en anticipation du mouvement et de la reprise. Donc ça veut dire que bonne stratégie, bon plan de développement, les capitaux sont là, quels que soient les secteurs. Ils ne seront pas sur les mêmes multiples, mais il y a vraiment cette volonté d'accompagner les gens qui vont sortir gagnants de cette situation. Donc finalement, on revient sur cette idée que la crise a pu créer des opportunités, va en créer. Après, il faut réussir à faire se rencontrer, parce que là, vous parliez d'un fonds Ouais. spécialisé Dans le avec voyage, sa ouais. stratégie qui voit une entreprise et qui va en faire sa plateforme. Tous ne sont pas forcément avec
la même approche? Est-ce que, parce qu'il faut quand même, faut avoir un petit peu de... Non, en fait, il y a beaucoup d'acteurs de fonds de private equity. Alors, on va être plus sur le primaire et pas sur des Mhm. opérations secondaires, hein. Mais il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont tout à fait preneurs de discuter avec des dirigeants et des spécialistes d'un secteur et de se faire convaincre, et en faisant ensuite un travail eux-mêmes derrière de stratégie, donc on est mis sur lequel, mais de se laisser convaincre que sur un secteur d'activité donné, on peut accompagner et il va y avoir une trajectoire de croissance tout à fait intéressante. Et comme on n'est pas dans du secondaire, donc comme l'équilibre, comme le disait Paul tout à l'heure, c'est pour le dirigeant ou l'actionnaire de développer sa croissance, c'est pas forcément de maximiser au départ le multiple, ça intervient plutôt au moment d'une revente, mais pas dans l'entrée au capital. Finalement, il y a un équilibre qui se crée de façon assez naturelle, une fois encore sous réserve de bien présenter la stratégie et ses implications financières, entre les porteurs de projets et les investisseurs. Et pour rebondir, derrière un grand entrepreneur, il y a un bon investisseur, très souvent. On s'aperçoit que dans ce contexte de crise, les entrepreneurs peuvent être tentés de mettre en œuvre des stratégies. Très souvent, le fait d'avoir un investisseur, déjà depuis quelques années, ou de faire entrer un investisseur dans ces environnements où les cartes sont rebattues, avec de la volatilité, avec de la complexité, avec un besoin d'analyse, de compréhension, de vision large, pour devenir par exemple un consolidateur, comme tu l'indiquais, euh, c'est important d'avoir un bon fonds derrière un bon entrepreneur, parce que ça permet à l'entrepreneur d'avoir de la profondeur dans son jugement, dans son analyse, et ça l'aide à prendre les bonnes décisions. Alors, on va voir si vous êtes plus intelligent que ma question, mais qu'est-ce qu'un bon, qu'est-ce qu'un bon investisseur? Qu'est-ce qu'un bon investisseur? Il y a pas, enfin, comme pour les taux, sur les questions sur les taux d'intérêt pour le financement, il y a pas une réponse unique. Un bon investisseur dépend de la J'ai pas dit situation. c'est pour ça que j'ai précisé que ma question... Ça dépend. Enfin, il y a autant d'investisseurs que de bons investisseurs que de situations finalement. Donc tout dépend vraiment du stade de développement de l'entreprise, de sa taille, de son ambition, du côté international. Nous, on travaille. Beaucoup de nos mandats sont des mandats à l'achat. Et donc, c'est la question qu'on se pose à chaque fois, quel est le bon investisseur pour cette situation? Et notre grille d'analyse, c'est la personnalité du dirigeant, est-ce qu'elle fonctionne? Le fit humain est fondamental, hein. C'est un vrai partenaire, donc il faut que ça marche. Quelle est la taille du ticket, bien évidemment, et quelle est la taille à déployer en temps 2, puisqu'il y a une opération temps 1 pour sortir des investisseurs historiques, mais temps 2 qui est aujourd'hui plus central, c'est le programme de buy and build, où il faut réinvestir dans l'entreprise pour la faire croître et prendre des parts de marché à l'international. Et puis, il y a des cultures d'endettement. Il y a des fonds qui aiment bien avoir un recours à un levier massif pour améliorer leur TRI. D'autres, c'est pas du tout leur thèse. Et puis, je dirais, il y a aussi le profil de croissance, pour terminer. Il y a des investisseurs qui sont très tournés vers la croissance, qui ne rentrent pas dans une entreprise si elle n'a pas 10% de croissance annuelle de son chiffre d'affaires, et d'autres qui sont plutôt à la recherche de rentabilité, de génération de cash flow. Pour moi, le bon investisseur, c'est d'abord celui qui choisit un bon manager. Enfin, une entreprise dans laquelle il y a un bon manager, parce que c'est quand même la clé de la réussite. Ça, c'est la première chose. Le bon investisseur aussi, c'est celui qui s'accompagne dans les décisions. Et d'ailleurs, moi, je suis assez impressionnée par le fait que les sociétés qui sont sous LBO créent de la valeur, évidemment en gérant bien les entreprises, mais en faisant aussi des buy and build, donc de la croissance externe, de manière considérable, considérable. Et je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, avoir un fonds dans son capital donne un peu l'impulsion pour prendre peut-être un peu plus de risques, parce que normalement, les dirigeants sont probablement souvent dans leur zone de confort et les investisseurs financiers poussent, alors ça parfois à tort, mais d'une manière générale plutôt positivement, poussent les entreprises à prendre peut-être un peu plus de risques, à aller de l'avant, à aller à l'international, à faire des croissances externes. Et ce qu'on voit en ce moment, on parle de carve-out, on parlait de dossiers primaires, mais on voit aussi beaucoup de sociétés qui rachètent d'autres entreprises pour croître et aller dans des métiers soit adjacents, soit synergétiques. Et ça crée énormément de valeur.
C'est un réel atout dans ce cas-là d'avoir un fonds vraiment à son capital, avec une question de moyens financiers, mais qu'est-ce qu'il va apporter en plus au moment de mettre en place cette stratégie? Avant tout, alors, nous, chez l'Argelière Finance, nous sommes avant tout des spécialistes du small et du mid-cap. Donc, je pense que notre vision, elle est plus pertinente dans cet environnement que dans le large cap, où on est avant tout axé sur des éléments financiers multiples et une ingénierie financière. Dans le monde du mid et du small cap, le sujet, c'est avant tout l'homme, qui est au centre de la réflexion. Et le bon fonds, c'est le fonds qui va échanger avec un dirigeant. Et ce sont des hommes et des femmes qui vont avoir envie de travailler ensemble et de réaliser un projet. Donc, et ce projet, c'est un projet de vie très souvent pour un entrepreneur, pour ses associés, pour les managers. Ce sont des compréhensions et des visions de marché. Et très souvent, ces entrepreneurs, ces actionnaires ont besoin d'être accompagnés et de se sentir compris avec un fonds qui va les aider, en particulier dans cet environnement de crise où comme on l'a vu, il y a beaucoup de volatilité et un bon fonds doit apporter un bon support pour permettre de prendre la mesure. Oui, tout à fait, en complément de ce que disait Paul et tout le monde, c'est en fait, soit on veut vendre au meilleur prix. Dans ce cas-là, ça va être détenu, il faut le partenaire qui fait le meilleur chèque et toutes les autres considérations passent à la trappe. Ou alors, on est vraiment dans une logique de construction et d'accompagnement d'une stratégie. Et dans ce cas-là, la première des choses, je crois que c'est Franck qui le disait, ça va être l'humain, parce qu'il faut qu'il y ait une alchimie avec les personnes, le partenaire financier avec lequel vous avez travaillé pendant 5 ans. Parce que vous pouvez prendre la personne qui met le plus sur la table. Si vous entendez pas, la création de valeur, ça va pas être simple. Et ensuite, et ça, on insiste beaucoup là-dessus chez Beyond Solutions, c'est que cette liquidité accessible, tous ces fonds accessibles, ils sont extrêmement archipélisés en fait. Ils ne regardent pas systématiquement les mêmes critères, c'est ce qu'il y avait un peu en creux dans vos commentaires. Et donc si on veut faire de la croissance externe, on n'a pas forcément le même partenaire financier que si on veut faire de la croissance organique. Si on veut aller à l'international, pareil. Et donc il faut bien identifier, d'où l'intérêt de positionner sa stratégie dans un langage audible par rapport à ces populations de partenaires financiers, pour que les gens réagissent et disent là-dessus je peux vous accompagner et là-dessus non. Et à la fin, ben voilà, les dirigeants font leur choix pour déterminer ceux qui sont les plus adaptés à la stratégie qui aura été définie. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, enfin, on n'est pas encore sorti du Covid, aller à l'international, acheter une boîte à l'international, on fait comment? Oui, je crois qu'effectivement, à cause du Covid, c'est devenu très compliqué. D'ailleurs, on a vu, je pense que l'un des effets du Covid, c'est la régionalisation. C'est on a vu déjà avec les problèmes entre la Chine et les États-Unis, il y a eu beaucoup moins d'investissements asiatiques en Europe et aux États-Unis. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, pour des raisons pratiques, il y a quand même des entreprises qui voulaient racheter des sociétés à l'international et qui, tout simplement, on ne peut pas aller visiter les sites. Donc ça rend quand même les choses très très compliquées. Il y a un autre phénomène, c'est que je crois que les entreprises, certaines se sont aperçues qu'avoir des fournisseurs en Asie, ça peut être très compliqué. Et donc certaines entreprises, je pense aujourd'hui, revoient un peu leur stratégie pour pouvoir peut-être faire des build-up ou en tout cas s'assurer que leurs fournisseurs sont plus proches, sont plutôt en Europe qu'en Asie. Donc ça aussi, c'est un effet du Covid. Donc je pense que les opérations cross-border aujourd'hui sont un peu plus à la traîne à cause du Covid, mais je pense aussi qu'avec la vaccination généralisée, etc., tout ça va reprendre. À la fin, vous faites comment, vous? Parce que vous avez plusieurs bureaux également. Oui, nous on est dans 20 pays aujourd'hui. Ce que vous dites est tout à fait juste. Évidemment, pour des raisons très, très claires, les rencontres, les visites de sites, etc., pénalisent la réalisation d'opérations. Ça les ralentit plus que ça les stoppe, en fait. Hein. Donc, on travaille beaucoup actuellement sur des opérations cross-border où on essaie de faire le plus possible en distanciel, en attendant la réouverture. On peut obtenir aujourd'hui des autorisations de déplacement pour motif impérieux, pour des raisons professionnelles. Donc on peut organise des rencontres au moment clé, mais on en fait beaucoup moins qu'avant.
Donc ça ralentit, ça rend c'est plus difficile, mais avec les bons relais en local, hein, dans les géographies qui sont intéressantes pour nos clients, on arrive aujourd'hui à accompagner efficacement à l'achat, sur les acquisitions. Alors, nous, on n'a pas l'impression dans notre environnement que les opérations cross-border sont touchées. Alors oui, un ralentissement ou un allongement des durées parce que les visites de sites sont rendues par les déplacements plus complexes et parfois on a des interlocuteurs qui sont en cas contact ou qui sont malades et qui doivent laisser passer une période un peu difficile. C'est difficile d'aligner des équipes complètes pour des visites. Ça participe à la complexité de la période, mais on a closé une opération la semaine dernière, une petite société de voitures sportives anglaises que nous avons vendue à des Japonais et avec un actionnaire malaisien. Bon, ben ça c'est fait, personne ne s'est rencontré. Il y avait quelques contacts qui étaient pré-Covid, mais l'opération s'est faite, c'est bien faite, tout le monde est content et pour le coup, là, il n'était pas possible de voyager. L'opération s'est faite. Le cross-border, à mon avis, on va avoir une accélération parce que, à l'image des GAFAM, il y a un sujet de taille. Et la taille, c'est aussi un sujet de taille de marché. Et il y a de nombreuses entreprises qui doivent accélérer leur croissance, sauter un peu par-dessus les frontières pour avoir une taille plus importante. Et c'est particulièrement vrai dans le monde du digital, où on considère que traditionnellement, winner takes most. Et il est important d'avoir une position forte. Et pour avoir une position forte, en particulier pour des entreprises européennes, il faut être présent sur un maximum de marchés, parce que l'effet de taille permettra d'avoir l'effet valorisation. Jérôme, vos dirigeants, vous leur dites tout de suite, regardez un peu, regardez à l'extérieur, C'est compliqué ça vous l'extérieur. rendra plus séduisant auprès des fonds. Ah non, alors on va revenir sur la question d'avant pour le coup, c'est les fonds qui sont capables d'accompagner des dirigeants à l'international, c'est déjà en soi une population de fonds. C'est pas tous les fonds qui aiment ça, surtout sur du primaire, où on ne connaît pas encore le dirigeant, on n'a pas vu voir sa capacité à accompagner les équipes avec un fonds. C'est un défi pour le fonds de partir sur les deux, mais il y en a qui le font et qui le font volontiers. Encore une fois, c'est la crédibilité du management ou du dirigeant à mettre ça en place. Ensuite, l'international, c'est un effet de taille, comme le disait Paul. C'est quelque chose qui a été un peu compliqué pendant la phase de Covid à cause des due diligence. On a eu des situations où c'était carrément les gens ne se comprenaient plus, ils étaient plus en début de phase au premier confinement, ils n'osaient plus regarder les chiffres, ils faisaient plus confiance à des gens qu'ils n'avaient pas rencontrés. Donc il y avait aussi, c'est très humain, un deal en général de M&A, et alors cross-border, on ajoute les difficultés. Donc l'enjeu, c'est véritablement de se dire et d'avoir un discours extrêmement articulé autour de est-ce que j'ai pu identifier les cibles. Il ne faut pas que ce soit purement intellectuel. Si on veut se positionner avec un partenaire financier, il faut avoir fait un gros travail en amont de voilà les dynamiques de mon marché, voilà les parts de marché que je souhaite acquérir, voilà pourquoi je peux être un consolidateur, voilà pourquoi je dois aller à l'international, et voilà déjà un certain nombre de noms identifiés à l'international qu'on pourra approcher. Si le chemin est tracé, dans ce cas-là, voilà, on peut engager le discours. Si c'est juste dire je dois aller à l'international parce que voilà, c'est là qu'est mon relais de croissance, ça va être un peu creux et ça va pas résonner très très bien chez le partenaire financier. Partagé, forcément. Alors, on parlait tout à l'heure de multiples qui montent. Il y a un moment quand même où ils vont finir par s'arrêter. Et la question qui vient derrière, enfin, je reviens sur presque le début de la conversation. On parlait de carve-out avec des groupes on commence à avoir des carve-out, mais peut-être pas encore tant que ça. Est-ce qu'on n'est pas sur un moment où justement un grand groupe devrait être ultra vendeur par rapport au prix que les fonds sont prêts à accepter? Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour vendre une entreprise compte tenu des valorisations. D'ailleurs, c'est là où on voit que les fonds de private equity sont dans le meilleur des deux mondes parce qu'ils vendent des entreprises pour faire tourner l'argent de leurs limited partners, mais en même temps, ils ne s'arrêtent pas d'investir non plus. Donc, ils font tourner au fait l'argent et ils profitent d'un marché très positif à la vente
mais ils continuent d'investir parce qu'ils savent, en fait, il y a pas aujourd'hui, on voit pas trop de raisons, que les choses, s'arrêtent. Les taux sont très bas, on espère quand même qu'il y aura de la croissance, après cette année, ces 18 mois très, très compliqués. Donc on ne voit pas aujourd'hui de raison particulière pour que, les prix baissent. La situation changerait concrètement si les taux montaient? Ah oui, je pense, ouais. Ouais. Ouais, ouais, je pense. Pourquoi? Bah, les financements seraient déjà plus coûteux, donc ça rentre dans le prix d'une transaction. Heu, Ce sera plus difficile, d'obtenir des financements, heu, aujourd'hui, c'est très facile, c'est très facile, non, je dirais pas ça. Je suis chez BNP Paribas, mais aujourd'hui, le financement se trouve plutôt facilement, à des taux très bas, Franck? pour financer des opérations. Je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le calendrier, le timing pour une session, le momentum est excellent aujourd'hui. Il y a de la liquidité, il y a du financement. Il faut quand même souligner que les États ont joué leur rôle, hein. Ouais. Ils ont injecté beaucoup de liquidités, ce qui a permis d'établir une confiance parmi tous les acteurs du M&A. Et puis, ça a évité sans doute certaines faillites ou certains effets dominos dans des industries entières. Donc, on a un climat qui est quand même globalement très serein et qui, alimenté par les liquidités abondantes, tire les prix vers le haut euh, et donc rend le timing pour une session tout à fait intéressant. Je rajouterais que les banques aussi ont joué leur rôle. Et les banques ont joué leur rôle, c'est En vrai. soutenant les entreprises. Oui, mais d'ailleurs, on attend ces prochains mois de voir jusqu'à quel point la garantie est appliquée. Alors, oui, c'est un très bon moment pour vendre. C'est une question que se posent bien sûr les grands groupes, les opérations de carve-out. C'est une question que se posent les fonds, c'est une question que se posent les dirigeants. Notre conviction chez Large Finance, c'est que les 12 mois à venir sont très bons parce que les planètes semblent rester alignées. Des taux bas, des multiples élevés, une vraie liquidité sur le marché, hein, surtout, et puis une offre asynchrone avec beaucoup d'acheteurs, un peu moins de vendeurs, et pas énormément de belles entreprises à la vente. Donc une mise en concurrence très forte des opérations. Donc oui, c'est très bon. Après le printemps 2022, qu'est-ce qui va se passer? On s'interroge tous. On espère que ça va continuer parce que ce sera bon signe pour les vendeurs. Mais aujourd'hui, on peut penser que les 12 mois à venir sont bons. Or, les opérations s'allongeant parfois, ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre actuellement. Je vais compléter ce qui a été dit, mais dans la même Ouais, mais thématique. on est à ça va peu être près compliqué. dans. Non, mais il y a un point qui est quand même, je pense, important. On a tous un peu d'expérience, c'est que par rapport à d'autres crises, non seulement les États sont intervenus rapidement, mais aujourd'hui, si on se pose la question de dire qu'est-ce qui pourrait gripper la mécanique, c'est assez compliqué d'envisager parce que ce qu'on a vécu est complètement atypique. D'accord. Pour autant, on en sort avec des multiples qui sont en croissance, avec une activité, même si en nombre de deals, comme le rappelait Franck tout à l'heure, on est à moins 20%, ce n'est pas non plus un effondrement majeur du business. Tout repart, enfin on est tous, je crois, assez occupés en ce moment. Et donc la question par rapport au printemps 2022, c'est de se dire entre maintenant et 2022, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le président Biden qui a mis 2000 milliards sur la table, nous on est au taquet derrière, donc qu'est-ce qui pourrait venir gripper la machine? Il faudrait vraiment qu'il y ait un effet, un autre choc exogène qui vienne et qui bloque la reprise de la croissance, en fait, parce que je présume que ça va être l'indicateur que tout le monde va regarder derrière. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'anticiper qu'est-ce qui pourrait être le grain de sable qui va soudainement bloquer cette liquidité qui déroule sur les opérations. Donc tout le monde plutôt optimiste, en tout cas, sur le Ouais. second semestre, un marché du M&A qui devrait bien tourner. Ouais. Vous n'allez pas vous reposer avant un petit moment. Donc, Ça, je pense qu'on c'est un excellent message de fin. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.